Bonsoir à tous. Il est des histoires qui ne devraient jamais quitter les pages des romans noirs, des récits que l'on aimerait croire impossibles, tant ils touchent à ce que nous avons de plus sacré, le lien du sang, la confiance absolue qu'une mère porte à son enfant. Mais l'histoire que je vais vous raconter ce soir est bien réelle. Elle s'est déroulée il n'y a pas si longtemps, ici même, à Paris, derrière les murs épais et rassurants d'un immeuble haussmannien, du 16e arrondissement. C'est l'histoire d'une vie de labeur anéantie par la cupidité, l'histoire d'une femme, Hélène, qui a découvert que le monstre qui la guettait dans l'ombre n'était autre que celui qu'elle avait bercé. Imaginez, je vous prie, le décor. Nous sommes dans le quartier de la Muette. Les rues sont larges, bordées d'arbres centenaires, les façades en pierre de taille imposent le respect. C'est un monde de silence, de discrétion, où l'argent ne fait pas de bruit, où les drames se jouent à huis clos, étouffés par les lourdes tentures de velours. Hélène y vit depuis 40 ans. C'est une femme élégante, le dos droit malgré ses 75 printemps, le regard vif, une intelligence affûtée par des décennies à la tête d'une entreprise florissante qu'elle a bâtie avec son défunt mari. Elle n'a rien de la vieille dame fragile que l'on imagine. Et pourtant, tout commence par une matinée d'octobre, une de ces matinées grises et pluvieuses où Paris semble pleurer. Hélène pousse la lourde porte tambour de son agence bancaire habituelle. Elle connaît tout le monde ici. Elle a vu les directeurs se succéder, les guichetiers changer, mais elle reste, elle, la cliente fidèle, respecter celle dont les comptes sont tenus au cordeau. Ce jour-là, elle vient simplement effectuer un retrait, une somme conséquente, certes pour payer des travaux de rénovation dans sa maison de campagne, en Normandie, ce refuge, où elle aime tant réunir sa famille. Elle s'approche du guichet, son sac en cuir patiné, au bras, un sourire poli aux lèvres. Mais ce matin-là, le sourire du jeune guichetier se fige. Il tape sur son clavier, fronce les sourcils, tape encore. Le silence s'étire, devient lourd, presque palpable. Hélène, patiente, observe les aiguilles de l'horloge murale. Le tic-tac résonne étrangement fort. Finalement, le jeune homme lève les yeux. Il est pâle. Il n'ose pas la regarder en face. Il bafouille, cherche ses mots, appelle son directeur. Le directeur arrive le visage fermé grave. Il invite Hélène dans son bureau vitré. Pourquoi tant de mystère pour un simple retrait? Hélène commence à sentir une pointe d'inquiétude, ce froid qui vous saisit l'estomac sans prévenir. « Madame Hélène, » commence le directeur, la voix mal assurée, « je suis au regret de vous informer que nous ne pouvons pas accéder à votre demande. » Hélène rit nerveusement. « Comment cela? Mes comptes sont provisionnés, je le sais parfaitement. » Le directeur soupire, croise les mains sur son bureau en acajou. « Ce n'est pas une question de solde, madame. C'est une question de droit. Vos comptes ont été bloqués ce matin même. Une ordonnance nous est parvenue. Vous êtes désormais sous tutelle renforcée. Votre signature ne vaut plus rien. » Le monde d'Hélène s'arrête. Les mots flottent dans l'air, absurdes, violents. Tutelle. Elle, Hélène, qui gère ses actions en bourse tous les matins. Hélène qui n'a jamais oublié une date, un chiffre, un rendez-vous, c'est une erreur, murmure-t-elle. Une terrible erreur administrative. Qui aurait pu demander une telle chose? Le directeur baisse les yeux sur le dossier. Le tuteur désigné est votre fils, Monsieur Julien. C'est lui qui gère désormais l'intégralité de votre patrimoine. À cet instant précis, Hélène ne crie pas. Elle ne pleure pas. Elle s'effondre littéralement comme une marionnette dont on aurait coupé les fils glissant de son fauteuil pour s'écraser sur la moquette feutrée de la banque. Comment en est-on arrivé là? Comment un fils peut-il faire cela à celle qui lui a donné la vie? Pour comprendre cette trahison, il faut remonter le temps. Il faut comprendre qui est Julien. Julien, c'est l'enfant roi, le fils unique arrivé tardivement gâté, peut-être aimé trop mal, sans doute. À 45 ans, Julien a toujours l'allure d'un playboy sur le retour. Beau parleur séducteur, mais vide. Il n'a jamais travaillé, ou si peu.
Il a enchaîné les projets foireux, les investissements hasardeux, toujours renfloués par maman. Mais Hélène, malgré son amour, avait fini par dire stop. Elle avait fermé le robinet inquiète de voir son fils dilapider l'héritage familial dans les cercles de jeu et les casinos de la côte. Car Julien a un vice qui dévore tout le jeu. La nuit, pendant qu'Hélène dort paisiblement, Julien vit dans un autre monde, un monde de néons, de tapis verts et de jetons qui claquent. Il a des dettes colossales, non pas envers des banques qui ne lui prêtent plus depuis longtemps, mais envers des gens peu recommandables, de ceux qui ne vous envoient pas d'huissier, mais des hommes de main aux méthodes expéditives. Julien est acculé. Il lui faut de l'argent vite beaucoup. Et cet argent, il est là, à portée de main, dormant sur les comptes de sa mère, immobilisé dans cet appartement de 2,50 mètres carrés qui vaut une fortune. La mère est l'obstacle. Cette mère qui refuse de vendre, qui refuse de lui donner sa part d'héritage par anticipation, arguant qu'il la flamberait en une semaine. Julien, dans sa logique tordue de drogué au jeu, ne voit plus Hélène comme sa mère, mais comme un verrou qu'il faut faire sauter. Il ne peut pas la tuer, non, Julien n'est pas violent physiquement, il est lâche. Il lui faut une mort sociale, une mort civile. Il faut qu'elle disparaisse administrativement. Et pour cela, il a besoin d'un complice. C'est là qu'entre en scène le docteur Morand. Un homme qui fut jadis un grand médecin respecté, mais qui a sombré lui aussi. Un divorce coûteux, des investissements immobiliers catastrophiques, une vie au-dessus de ses moyens. Morand a besoin d'argent liquide tout de suite. Julien le connaît par les cercles de jeu. Ils sont liés par le vice. Le plan germe un soir autour d'une bouteille de whisky dans l'appartement enfumé de Julien. Un plan diabolique de simplicité, déclaré Hélène incapable. Lui voler son esprit pour mieux lui voler son argent. Quelques semaines avant la scène de la banque, Hélène avait attrapé une mauvaise grippe. Rien de grave, mais à 75 ans, la fièvre vous cloue au lit, vous rend vulnérable, confuse. Julien s'était alors montré d'une sollicitude exemplaire. « Ne t'inquiète pas, maman, je m'occupe de tout. J'ai fait venir un ami, un excellent gériatre, il va te remettre sur pied. » Hélène, touchée par ce retour d'affection de son fils prodigue, avait accepté. Elle était faible, fiévreuse, confiante. Le docteur Morand s'était présenté au chevet d'Hélène. Il avait pris sa tension, écouté son cœur poser quelques questions anodines. « Quel jour sommes-nous » qui est le président de la République. Hélène, fatiguée, avait répondu peut-être avec une seconde d'hésitation, due à la fièvre. C'était tout ce qu'il fallait. Morand ne rédigea pas une ordonnance pour des antibiotiques. Dans le secret de son cabinet, il rédigea un certificat médical circonstancié, un document terrible décrivant une démence sénile de type Alzheimer à un stade avancé, évoquant une altération complète des facultés mentales, une incapacité totale à gérer les actes de la vie civile. Mesdames et messieurs, savez-vous à quel point il est facile administrativement de briser une vie? Julien a pris ce certificat. Il a monté un dossier. Il l'a envoyé au juge des tutelles. Et c'est là que le système a failli. C'est là que la tragédie devient scandale. Les tribunaux sont encombrés, les juges débordés. En théorie, le juge doit auditionner la personne à protéger. Mais il existe des exceptions si le médecin certifie que l'audition serait nuisible à la santé du patient. Morand avait coché cette case. Le dossier était épais, le certificat émanait d'un médecin inscrit sur les listes. Le juge noyé sous les piles de dossiers a signé. Sans jamais voir Hélène, sans jamais croiser son regard clair. Revenons à Hélène effondrée dans le hall de la banque. Les pompiers sont appelés, mais Julien arrive avant eux. Il a été prévenu par la banque en tant que tuteur. Il joue le rôle du fils éploré à la perfection. « Maman, je t'avais dit de ne pas sortir, tu ne sais plus ce que tu fais. » Il la relève, la guide vers la sortie, sous les regards pitoyables des clients et du personnel. La pauvre femme, pensent-ils tous, heureusement que son fils est là. Personne ne voit la terreur dans les yeux d'Hélène. Personne ne l'écoute quand elle murmure « Il ment,
il ment. On met cela sur le compte de la maladie. Le retour à l'appartement est un voyage vers l'enfer. Dès que la porte blindée se referme, le masque de Julien tombe. Il ne frappe pas sa mère, non. Il fait pire. Il lui prend son sac. Il lui prend son chéquier, ses cartes, ses papiers d'identité. Et surtout, il lui prend son téléphone portable. C'est pour ton bien, maman. Tu appelles n'importe qui à n'importe quelle heure, tu divagues. Hélène se retrouve prisonnière chez elle. Les volets restent clos. Julien a congédié la femme de ménage fidèle qui venait depuis 20 ans. Hélène est seule face à son bourreau. Les jours passent. Hélène décline physiquement. La peur, l'angoisse, le sentiment d'impuissance la rongent. Julien vient tous les jours, non pas pour la voir, mais pour fouiller. Il cherche les titres de propriété, les bijoux de famille cachés. Il lui parle avec une condescendance glaçante. « Signe ici, maman, c'est pour l'assurance. Mange ta soupe et retourne te coucher. » Il a commencé à vider l'appartement. Des tableaux disparaissent. « Ils sont partis en restauration, » dit-il. Hélène sait qu'ils sont vendus. Elle voit le patrimoine d'une vie, le fruit du travail de son mari, s'évaporer pour nourrir les tables de poker. Hélène tente de sortir, mais la porte est fermée à double tour. Elle tente de crier par la fenêtre, mais elle est au 5e étage, et le double vitrage étouffe les sons. Et puis qui croirait une folle Julien a bien préparé le terrain auprès du concierge et des voisins. Ma mère traverse une phase très difficile, très agressive. Ne faites pas attention à ses cris, c'est la démence. L'isolement est total. C'est une mort lente. Hélène se sent glisser. Elle commence à douter d'elle-même. Et si c'était vrai, et si elle perdait la tête, c'est cela la force du manipulateur, faire douter sa victime de sa propre santé mentale. Mais Hélène a une chose que Julien a sous-estimée. Elle a la rage de la justice. Et elle a la mémoire. Une nuit, alors qu'elle est allongée dans le noir écoutant les bruits de l'appartement devenu hostile, une image lui revient. Le bureau de son mari. La bibliothèque en chêne massif. Derrière le portrait à l'huile de son époux, il y a une petite niche, un minuscule coffre, que même Julien ne connaît pas. Et dans ce coffre, il n'y a pas d'argent. Il y a quelque chose de plus précieux. Quelques années auparavant, Hélène avait commencé à dicter ses mémoires. Elle voulait laisser une trace pour ses petits-enfants, si Julien en avait un jour. Elle utilisait un petit dictaphone numérique de haute qualité qu'elle rangeait toujours dans cette cachette. Si le dictaphone y est encore, c'est sa seule chance. Le lendemain matin, profitant que Julien soit sous la douche, elle se glisse dans le bureau. Son cœur bat à tout rompre, menaçant d'exploser dans sa poitrine. Elle déplace le tableau. Ses mains tremblent. Elle tâte le boîtier. Le déclic se fait. La cachette s'ouvre. Le petit appareil gris est là. Elle vérifie les piles. Il s'allume. Hélène élabore alors un plan. Un plan digne de la femme d'affaires redoutable qu'elle fut. Elle va devoir jouer le rôle que Julien lui a assigné. Elle va devoir jouer la folie. Quand Julien sort de la salle de bain, Hélène est assise dans le salon, le regard vide, une photo de son mari dans les mains. Elle marmonne des propos incohérents. Julien sourit. Il pense avoir gagné. Ça y est, se dit-il, elle a lâché prise. Le soir même, Julien est d'humeur loquace. Il a gagné un peu d'argent, il a bu. Il s'assoit face à sa mère. Hélène a caché le dictaphone dans la poche de sa robe de chambre, le bouton d'enregistrement enclenché. Elle commence à pleurer doucement. « Julien, pourquoi tu me fais ça? Je suis si confuse. Le médecin a dit que j'étais folle. » Julien, grisé par sa puissance, et l'alcool comme est l'erreur fatale. L'orgueil du criminel qui croit l'impunité acquise. Il rit. « Mais non, tu n'es pas folle, ma pauvre mère. Tu es juste encombrante et riche. Trop riche pour une vieille femme qui ne sort plus. » Hélène continue la voix tremblante, jouant sa vie sur cet instant. « Mais le docteur Morand, il a dit que j'avais Alzheimer. » Julien se lève, se verse un autre verre. Morand. Ce type écrirait que le pape est bouddhiste pour 10 000 €. Il a des dettes, maman, comme moi. On s'entraide entre amis. Ton certificat, c'est du vent. Mais pour le juge, c'est de l'or.
Dans 6 mois, je vends l'appartement, je te place dans une maison de retraite de luxe. Je ne suis pas un monstre quand même. Et je suis libre, enfin libre de ton emprise, de tes leçons de morale. Chaque mot est enregistré. Chaque aveu, chaque détail du complot, le pot de vin versé au médecin. La manipulation du juge, tout est là, gravé dans la mémoire numérique de l'appareil. Julien continue de parler, déversant des années de rancœur, expliquant comment il a intercepté le courrier du tribunal, comment il contrôle tout. Hélène encaisse. Elle reçoit ses paroles comme des coups de poignard, mais elle ne flanche pas. Elle doit tenir. Soudain, la sonnette de l'entrée retentit. C'est le livreur de sushis que Julien a commandé. Julien se dirige vers l'entrée. C'est le moment. Hélène sait qu'elle ne pourra pas garder le dictaphone. Julien la fouille parfois. S'il trouve l'appareil, tout est fini. Elle doit s'en débarrasser, mais pas n'importe comment. Elle court vers la porte-fenêtre du salon qui donne sur le balcon filant. De l'autre côté de la séparation en fer forgé, il y a le balcon de M. Larocque. M. Larocque, un ancien avocat pénaliste, un homme bourru solitaire qui passe ses journées à fumer des cigares sur son balcon en pestant contre le monde moderne. Hélène et lui se sont souvent disputés pour des histoires de jardinière ou de bruit, mais elle sait une chose, c'est un homme de loi, un homme intègre. Il est tard, mais elle voit la lueur rouge de son cigare dans la pénombre. Elle ouvre la fenêtre. L'air frais de la nuit la frappe au visage. « Monsieur Larocque !» chuchote-t-elle, une urgence vitale dans la voix. Le vieil homme sursaute, se tourne vers elle. Hélène n'a pas le temps d'expliquer. Elle entend Julien revenir dans le couloir. Elle lance le petit dictaphone par-dessus la rambarde. L'objet décrit une courbe dans la nuit et atterrit avec un petit bruit métallique sur le carrelage du balcon voisin. « Écoutez-le. Je vous en supplie, écoutez-le. Appelez le procureur. » Julien entre dans la pièce. « À qui tu parles ?» Il voit la fenêtre ouverte. Il se précipite, regarde dehors. Monsieur Larocque a déjà ramassé l'objet et est rentré chez lui, fermant ses volets. Il n'y a rien à voir. Juste la nuit et les lumières de Paris. Tu parles aux pigeons maintenant. Allez, ferme ça, il fait froid. Julien referme la fenêtre. Hélène sourit intérieurement. Les dés sont jetés. La nuit qui suit est la plus longue de la vie d'Hélène. Elle ne dort pas. Elle attend. De l'autre côté du mur, M. Larocque a écouté. Au début sceptique, il a inséré l'appareil dans son ordinateur. Il a entendu la voix pâteuse de Julien. Il a entendu les aveux glaçants. L'ancien pénaliste a senti son vieux sang bouillir. Il reconnaît les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse du faux et usage de faux de la séquestration. À l'aube, il n'appelle pas la police du quartier. Il appelle directement un ancien collègue, aujourd'hui procureur de la République. Le lendemain matin, à 9 heures précises, on sonne à la porte de l'appartement d'Hélène. Julien, encore en pyjama, les yeux cernés, va ouvrir pensant que c'est une autre livraison. Il se trouve nez à nez avec 3 officiers de police judiciaire et un commissaire. Derrière eux, M. Larocque, appuyé sur sa canne, le visage fermé comme une porte de prison. « Monsieur Julien V., vous êtes en état d'arrestation. » Julien tente de protester, de jouer l'indigné. Mais c'est une erreur. Ma mère est sous tutelle. Je suis son représentant légal. Le commissaire le coupe sèchement. Nous avons l'enregistrement, monsieur. Et le docteur Morand est actuellement en garde à vue. Il a déjà commencé à parler pour alléger sa peine. Julien blêmit. Il se tourne vers le salon. Hélène est là debout, digne. Elle ne le regarde pas. Elle regarde par la fenêtre vers ce Paris qu'elle a failli ne plus jamais revoir libre. Les policiers passent les menottes à Julien. Le clic du métal résonne comme une sentence. En sortant escorté par les agents, il lance un dernier regard vers sa mère, un regard de haine pure d'enfant gâté à qui on retire son jouet. « Tu vas crever seule, vieille folle !» hurle-t-il dans l'escalier. L'enquête sera rapide. Le docteur Morand, terrifié par la prison, avouera tous les fausses consultations, le certificat de complaisance, l'argent reçu en liquide. Le juge des tutelles, mis devant le fait accompli, lèvera la mesure de protection immédiatement, non sans un sérieux rappel à l'ordre de sa hiérarchie
sur la négligence dont il a fait preuve. Hélène a retrouvé sa liberté. Elle a retrouvé ses comptes, son téléphone, sa vie. Mais à quel prix? La blessure est profonde de celle qui ne cicatrise jamais vraiment. Elle a dû affronter le regard des autres, le procès public où son fils a été condamné à 3 ans de prison ferme pour abus de faiblesse, faux usage de faux et séquestration. Elle a vu son enfant partir menotté vers une maison d'arrêt. Que feriez-vous, vous, à sa place? Pardonneriez-vous Hélène? Elle a pris une décision radicale. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre dans le milieu feutré des notaires parisiens. Elle a fait venir son notaire un homme intègre, celui-ci. Elle a modifié son testament. La loi française interdit de déshériter totalement un enfant, c'est la réserve héréditaire. Mais Hélène a utilisé tous les moyens légaux pour réduire la part de Julien au strict minimum. Elle a vendu l'appartement en viager. Oui, ce magnifique appartement du Sailly. Elle l'a vendu en viager, occupé au profit d'une fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Un pied de nez magistral à ce faux diagnostic qui a failli la perdre. L'argent du bouquet, cette somme versée comptant lors de la vente, a été immédiatement donné à des œuvres caritatives qui luttent contre l'isolement des personnes âgées. Aujourd'hui, Hélène vit toujours chez elle. Elle est seule, c'est vrai. Les dimanches sont parfois silencieux. Mais c'est un silence choisi, un silence paisible qui n'a plus le goût métallique de la peur. Elle voit parfois M. Larocque, son sauveur, pour un thé. Il ne parle jamais de cette nuit-là. Il parle de littérature, de politique, du temps qui passe. Julien lui est sorti de prison. Il tente de contester le viager, de lancer des procédures, mais il se heurte à un mur juridique en béton armé qu'Hélène a fait construire autour d'elle. Elle ne le reverra plus. Elle a fait le deuil de son fils de son vivant. Cette histoire nous laisse un goût amer, n'est-ce pas? Elle nous force à regarder une réalité que l'on préfère ignorer, la vulnérabilité de nos aînés face à ceux qu'ils aiment le plus. Nous vivons dans une société où l'administration peut devenir une arme, où un papier tamponné peut effacer une personne. Hélène a eu de la chance. Elle avait de la mémoire, un dictaphone et un voisin vigilant. Mais combien d'autres Hélènes finissent leurs jours dans des chambres d'EHPAD anonymes, spoliées par des proches impatients, réduites au silence par des tutelles abusives? Alors ce soir, je vous pose la question, et j'aimerais vraiment lire vos réponses. Avez-vous déjà signé des papiers sans les lire, parce que c'était la famille? Avez-vous pris vos dispositions pour que personne ne puisse décider à votre place le jour où vous serez fatigué? L'histoire d'Hélène est une mise en garde. Elle nous rappelle que la confiance n'exclut pas le contrôle même, et surtout avec ceux qui portent notre nom. Protégez-vous. Protégez votre volonté. Car, comme le disait Hélène en sortant du tribunal, le regard fier mais le cœur en cendres, j'ai mis un monstre au monde, mais je ne lui permettrai pas de dévorer ma fin de vie. C'était l'affaire du docteur Véreux. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et, surtout, gardez l'œil ouvert. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.